peuple sénégalais et à la communauté internationale qui pourrait suivre cette émission. Je suis effectivement M. Narcisse Nganchop, homme politique camerounais, leader d'opinion, coordonnateur du mouvement Tout sauf Paul Biya. Alors, vous venez déjà, vous êtes en exil au Sénégal. Décrivez un peu la situation politique qui sévit au Cameroun actuellement. Le Cameroun, comme j'ai pour habitude de le dire, est un magnifique pays de environ 27 millions d'habitants. Un pays riche, avec beaucoup de réserves de pétrole, d'or, de diamants, la deuxième réserve de bois du bassin du Congo, l'uranium, le gaz et un sol très riche. La situation politique au Cameroun est due à un premier temps à la malgouvernance du régime de M. Paul Biya au pouvoir dans notre pays, le Cameroun, depuis 37 ans. Ensuite, voyez-vous, le Cameroun est un État fédéral à la base. C'est une république fédérale. Après la réunification du Cameroun oriental et du Cameroun occidental, il y a eu ce que nous avons pour habitude d'appeler une filouterie d'État lors des accords de Fumban. Et d'ailleurs, ce qui a été dit lors des accords de Fumban, même n'a pas été respecté et nous sommes passés de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun. Pourtant, lors des termes de la fédération de la République fédérale, pour mettre sur pied la République fédérale du Cameroun, il était question dans certaines clauses, dans certains accords, que si le président était de la partie francophone, le vice-président devait être anglophone ou vice-versa. Sauf qu'après être passé de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun, les anglophones se sont vus retirer des postes de responsabilité. C'est ainsi que les conseillers français de l'ex-président de la République du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, qui d'ailleurs s'est retrouvé aussi comme moi en exil au Sénégal, est décédé. Il repose au cimetière musulman de Yoff. Ces conseillers français l'ont amené à écarter les anglophones des postes importants, si bien qu'en 1982, au départ du président Amadou Ahidjo, lorsqu'il a démissionné et laissé sa place de président de la République à M. Paul Biya, qui à l'époque était Premier ministre, successeur constitutionnel du président de la République, les anglophones se sont vus écartés et puis marginalisés. Ensuite, il faut dire que lorsque le président Amadou Ahidjo était au pouvoir, le Cameroun avait un boom économique. Nous avons par exemple la toute première compagnie nationale aérienne de l'Afrique francophone avec la Cameroun Airlines. Nous avons plusieurs entreprises d'État qui marchaient, la régie FECAM, ainsi de suite. Alors, il y avait un développement de l'urbanisme, un développement structurel et il faisait bon vivre au Cameroun. Ce qui faisait que les anglophones ne se sentaient vraiment pas exclus du bien national. Après le départ du président Ahidjo, le président Biya est arrivé au pouvoir et immédiatement, après les événements d'avril 1984, où le président Amadou Ahidjo a été contraint d'aller en exil, le Cameroun, d'ailleurs, 1984, cette fameuse année où l'homme politique que je suis est né, donc 2 années après l'arrivée de M. Biya au pouvoir, je suis né. Le président Ahidjo s'est retrouvé en exil et immédiatement après son départ du Cameroun, le Cameroun a commencé à sombrer. C'est ainsi que le clientélisme, le favoritisme, le népotisme et tout ce qui va avec, couronné par le tribalisme, s'est installé au Cameroun. Et la médiocrité a pris place sur la méritocratie. C'est le favoritisme, c'est le clientélisme. Il n'était plus question il fallait mériter pour avoir un poste, mais c'était des affaires de copinage. Et c'est ainsi que le Cameroun a commencé à sombrer avec des privatisations des entreprises d'État.
Et les anglophones ont commencé à ressentir effectivement, à s'interroger. Il faut dire que les richesses tirées par exemple, parce qu'au Cameroun le pouvoir est hyper centralisé, les richesses comme le pétrole et d'autres minéraux extraits du côté anglophone ne bénéficient pas au développement local. Il y a eu, après les événements de 1992, l'opposition et le parti au pouvoir, les accords plus tard pour la mise sur pied de la nouvelle constitution camerounaise et ce qu'on appelait les accords tripartites. Alors, pendant ces accords de la tripartite, il était question de mettre en place une décentralisation. La décentralisation devait être effective afin de permettre aux collectivités territoriales décentralisées de mieux administrer leurs collectivités, d'utiliser les ressources qui sortent des différentes localités et enfin de développer ces localités. Ce qui n'avait pas été mis en place il y a de cela un an, que M. Biya a décidé de mettre ces accords de 1996 en application. Donc c'est ainsi, parce que vous avez posé la question sur la crise politique, il est important d'aller dans la genèse, puiser d'où sort la crise politique actuelle au Cameroun. Parce qu'il y a deux crises. Il y a la crise politique qui au départ était une crise corporatiste des régions anglophones, avec plus tard des revendications politiques qui sont réelles, qu'il faut reconnaître. Et ensuite, il y a la deuxième crise, dont on va y arriver, qui est la crise post-électorale. Donc, revenons sur cette première crise, qui est la crise dans nos régions anglophones, qui aujourd'hui nous amène à plus de 6 000 morts dans les régions anglophones du Cameroun. Je dis bien 6 000 morts, pas 600 morts. Parce que si Amnesty International parle de 2400, c'est de 6 000 morts qu'il s'agit un peu plus. Alors pourquoi dans la presse et pourquoi dans la communication qui est mise en avant, on ne parle pas déjà de tous ces morts? Je pense que Amnesty International fait un travail formidable au Cameroun et d'autres organisations des droits de l'homme dont je n'ai pas le nom, ils font un travail formidable. Sauf que le régime de M. Biya est le régime non seulement le plus corrompu du monde, mais le plus corrupteur au monde. Le président Donald Trump disait en Afrique qu'il y a un dictateur qui s'appelle Biya, tellement il a corrompu des gens que même au sein des Nations Unies, du siège des Nations Unies, il y a des diplomates corrompus par le régime de M. Biya. M. Biya a pris sur lui, il utilise l'argent du peuple souverain camerounais pour payer des gros médias afin qu'il n'y ait pas, et même des diplomates en fonction au Cameroun, qui ne transmettent pas la bonne information à leurs différents États. C'est ainsi que dans nos régions anglophones, des jeunes étudiantes ont été violées, par exemple, par certaines unités des membres de défense et de sécurité qui appartiennent au village du président Biya, du président illégitime, M. Biya, et il n'y a pas un tollé international sur ces faits graves au XXIe siècle. Des assassinats sommaires, des femmes avec des enfants sur le dos, des bébés de 2 ans, exécutés de manière sommaire par certains éléments au sein de l'armée camerounaise. Je ne parlerai pas ici de l'armée camerounaise dans son ensemble, mais des éléments qui sont à la solde du régime, qui sont ce que nous appelons la milice du régime au sein de l'armée, qui tirent à bout portant. Il y a des charniers au Cameroun, des exécutions sommaires. Il y a un silence terrible. Heureusement, nous avons quand même des pays sérieux comme les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et l'Italie qui commence à dire ce n'est pas acceptable ce qui se passe au Cameroun. Je pense que les pays comme le Rwanda et le Sénégal, qui est un pays sérieux, qui est pour nous, Africains, qui est un exemple de la démocratie, surtout en Afrique francophone, le Sénégal commence aussi à voir ce qui se passe au Cameroun. Et je pense que le gouvernement sénégalais, vous savez, la diplomatie, ça ne parle pas beaucoup, mais elle est efficace. Même s'il ne parle pas beaucoup, j'en suis certain qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises parce que Biya a franchi toutes les limites. Monsieur Biya et son régime n'ont plus de respect pour la vie humaine. Ils sont en train de tuer en toute quiétude au Cameroun. Alors, les raisons de votre exil au Sénégal?
Après la crise politique qui secoue nos régions anglophones et francophones et qui s'installe déjà dans la partie nos régions anglophones et qui s'installe déjà dans la partie francophone, il était question pour l'opposition et surtout pour des jeunes comme nous autres. Je vous ai dit, j'ai 35 ans, j'ai eu 35 ans le 20 mai, j'ai fêté mon 35e anniversaire. 37 ans de BIA, 35 ans Tout à fait. J'ai fêté mon 35e anniversaire au Sénégal. Lorsque je dis fêter, j'étais là à penser à écrire sur le Cameroun, comme j'ai un petit calepin. Et pour nous, il n'était pas question que nous puissions aller à une élection avec M. Biya parce que nous lançons, pas moi, nous avec des amis, avec des journalistes aussi comme vous, des journalistes des droits de l'homme. Michel Biemtom, c'est un rédacteur d'un journal en ligne qui s'appelle Urinews. Il est en exil lui aussi au Burkina Faso, je crois, dans un pays africain. Nous avions lancé le mouvement Tout sauf Paul Biya en 2018. Nous l'avions lancé en 2014 parce que nous pensions, avec les échanges que j'ai eus avec certains leaders de l'opposition, chefs des partis politiques, nous avons pensé qu'il n'était pas important d'aller à une élection en 2018 après le hold-up électoral de 2011. M. Biya avait modifié la constitution du Cameroun en 2008. D'ailleurs, à l'issue de la modification de cette constitution, où nous avons demandé à la jeunesse de se mobiliser, les parents et les femmes, pour qu'ils ne touchent pas à notre constitution, un peu comme les Sénégalais l'ont fait, les Camerounais ont été tués, nous avons eu plus de 350 morts. Je dis bien en 2008, plus de 350 jeunes ont été tués à bout portant par M. Biya. Et à l'issue de cela, M. Biya est allé jusqu'au bout parce que le régime de M. Biya, c'est un régime jusqu'au boutiste. Ils sont allés jusqu'au bout et il y a une modification de la Constitution et ils ont sauté le verrou sur la limitation de mandat. Parce qu'en principe, en 2011, M. Biya ne devrait plus être candidat. Ça veut dire que c'est un candidat illégitime. Ensuite, il y a eu ces élections truquées et nous avons pensé qu'il ne fallait plus une élection au Cameroun en 2018 avec M. Biya candidat. Mais au fur et à mesure que nous étions en train de trouver une alternative face à la candidature de M. Biya, il fallait appeler les jeunes à rejoindre la rue, tout ça, mais puisque c'est un régime barbare, violent et totalitaire, un régime fasciste, nous avons constaté qu'envoyer nos compatriotes dans la rue face à un Biya qui était déterminé. D'ailleurs, avant les élections au Cameroun, l'ambassadeur américain au Cameroun, son Excellence Peter Ballerins, avait fait savoir à M. Biya, un homme sage, qu'il faudrait que M. Biya se souvienne de la façon, qu'il pense à la façon dont le peuple camerounais pourrait se souvenir de lui. Il a pris l'exemple sur le président Mandela et d'autres. Une façon de dire à M. Biya, une candidature de troupes ne sera pas bien pour la stabilité du Cameroun. D'ailleurs, l'ambassadeur Ballerin, qui est un ami du peuple souverain camerounais, n'était pas le seul à faire cette remarque à M. Biya. Qu'à cela ne tienne, M. Biya a décidé d'aller à une élection dont nous savions d'avance que M. Biya partait à une élection pour gagner parce qu'il a pris soin sur lui de mettre sur pied un système électoral qui lui était favorable. Tous les membres du Conseil constitutionnel camerounais sont des membres militants au cadre du parti au pouvoir de M. Biya. Je dis bien du parti au pouvoir de M. Biya. Alors qu'à cela ne tienne... Et qu'est-ce qui a été fait un petit peu pour dénoncer cela? Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour dénoncer. Au Cameroun, il n'y a pas cette liberté d'expression que vous avez au Sénégal. Au Cameroun, il n'y a pas cette liberté de manifestation que vous avez au Sénégal. Si le président Macky Sall, qui a été Premier ministre du président Wade, était au Cameroun, soit le président Macky Sall devait être arrêté, comme l'a été le ministre Maurice Kamto, soit le président Macky Sall devait être exécuté. Au Cameroun, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté de penser. Soit vous pensez autrement, vous quittez le Cameroun pour l'exil comme nous autres, soit vous êtes arrêté et emprisonné. Pour revenir sur ces élections, sur les raisons pour lesquelles je me retrouve au Sénégal, parce que ça part des élections, de la crise post-électorale qu'il y a au Cameroun. Alors nous nous sommes concertés avec certains leaders de l'opposition et nous avons pensé que le président Maurice Kamto, avec cette carrure, il était quelque chose de neuf
Et après avoir échangé avec le président Maurice Kamto, nous avons constaté qu'il dégageait quelque chose de fort. Et nous avons dit, malgré tout, nous allons apporter notre soutien au président Kamto et nous pensons que même dans son propre jeu, M. Biya peut être battu. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. M. Biya a été battu aux élections parce que les résultats définitifs de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun donnent le professeur Maurice Kamto vainqueur avec 39,48%. M. Biya vient en deuxième position, je crois, avec 38,16%. Il n'y avait pas un grand écart malgré toute la fraude électorale qu'il y a eu. Et il était prévu que M. Biya, parce que moi, par exemple, qui a été proche de ce régime et qui a un lien, parce qu'il faut dire que je suis dans la même belle famille que M. Biya. J'ai la même belle-mère que M. Biya parce que j'ai un fils avec une nièce à son épouse. J'avais au préalable dit au président Maurice Kamto et à l'équipe de campagne qu'il fallait qu'on prenne des dispositions pour sécuriser la victoire du président Maurice Kamto parce que M. Biya ne devait pas accepter sa défaite. Malheureusement, le président Maurice Kamto, qui est un juriste, qui est quelqu'un qui ne connaît pas la violence, a dit non, il fallait qu'on attende et puis c'est un conformiste. Alors M. Biya, après avoir constaté que les résultats de l'élection dans les régions du littoral, du centre même, là où il est issu, et puis de l'ouest, lui était défavorable, il a coupé Internet au Cameroun, dans la partie nord. Ils ont fabriqué des résultats. À la fin, il s'est autoproclamé vainqueur avec 71%. À l'issue de cette forfaiture, parce que le Cameroun, c'est d'abord sa jeunesse, comme tous les pays d'Afrique. Il est parti de 38 à 60%. 71%. 71%, c'est un peu flagrant. Mais c'est un mépris pour la manifestation de la volonté populaire. Et il n'y avait pas... L'élection qu'il y a eu au Cameroun était si particulière qu'il n'y avait pas d'observateurs. Ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, il n'y avait pas d'observateurs. Monsieur Biya a fait venir des individus qui ont été payés, des mafieux, qui ont été payés en Europe, qui sont venus se présenter comme des observateurs de Transparency International et qui ont crédibilisé l'élection qui s'est déroulée au Cameroun jusqu'à ce qu'ils soient démasqués et que Transparency International porte plainte contre le gouvernement camerounais. C'est pour vous dire que M. Biya avait fabriqué au préalable sa forfaiture et celui qui s'est occupé de ces faux journalistes, agents de Transparency International, c'est l'actuel ministre de l'administration du territoire du Cameroun qui est un ancien repris de justice, parce que c'est un ancien prisonnier, M. Paul Atangandi. Alors, après cette forfaiture, nous les jeunes, nous nous sommes dit, il en va de notre avenir. Je suis né, j'ai grandi sous Biya, le Cameroun c'est une catastrophe, l'économie est en lambeaux, nous devons prendre nos responsabilités à main. Avec l'honorable député Jean-Michel Ninche, qui est député d'un parti de l'opposition, nous avons lancé les toutes premières manifestations contre le hold-up électoral. Donc moi-même, j'étais dans la rue parce que le député Jean-Michel Ninche a vu son domicile encerclé par les forces de défense et de sécurité qui l'ont empêché de sortir. Mais moi, je ne passais plus la nuit chez moi depuis le hold-up électoral parce que j'étais dans l'équipe de campagne. Je savais que j'étais recherché par les éléments des services de renseignement camerounais. Mais ce jour, j'ai dit, s'ils doivent me prendre, je dois tomber sur le champ de bataille. Donc je suis descendu dans la rue avec les jeunes et à l'issue de cette manifestation, j'ai été arrêté avec plusieurs autres jeunes. J'ai été ensuite transféré à la police judiciaire du littoral à Douala. J'ai passé 5 jours d'humiliation dans les geôles de cette cellule. D'humiliation, ma vie privée bafouée, cuisinée. Vous pouvez vous imaginer les camps de concentration nazis. C'est la même chose. On vous demande de vous déshabiller. Vous vous déshabillez, on vous demande de déverrouiller votre téléphone. On lit toutes vos conversations avec votre copine, avec tout le monde. On fait des captures d'écran, on enregistre tout. Vous êtes harcelé. Lors de mon interpellation, le directeur des renseignements généraux du littoral était là, le directeur de la surveillance du territoire, les services de renseignement détachés de la présidence de la République étaient là. C'était tous les corps qui m'ont cuisiné. Ensuite, j'ai été déféré au parquet.
J'ai eu cette chance, arrivé au parquet. Le procureur, après avoir échangé avec moi, et je pense qu'il a eu le courage quand même. Il a eu le courage, ce procureur,